Là, par exemple, je suis en train d'écrire un truc aujourd'hui sur... pendant le confinement, tout le monde s'est réveillé en mode... mais en fait, putain, mais ma vie, c'est de la merde. Tout le monde s'est réveillé en se disant, j'ai une vie de merde. J'aime pas mes enfants. C'est un fils de pute, mon gamin. J'aime pas ma femme. J'aime pas mon travail. Mais je suis gay. En fait, je suis gay. Je suis... Tu vois, je suis gay, je suis dep, j'aime sucer. J'aime sucer des tubs. Tu vois, je me censure pas, ça me... Tu vois, c'est... Et j'ai le droit d'aimer ce que j'aime. Euh... Mec qui part en vrille. C'est une fin de carrière pour Edouard Arjane sur Blonde. Mais non, je me censure pas. Et consensuel, je crois pas. Je m'appelle Redouane Arjane. Je suis comédien, humoriste, acteur, musicien. Saltimbanque, artisan, prestidigitateur, stripteaseur pour enfants, dans le Vercors. Mais ça marche pas trop parce qu'ils ont pas trop de pouvoir d'achat, les enfants, donc c'est un peu chaud en ce moment. J'aimerais savoir en préambule, comme on dit, quel souvenir tires-tu de ton projet de stand-up de rue pendant le premier confinement et qu'est-ce que ça t'a apporté humainement? Humainement, ça m'a permis de renforcer mes liens avec les équipes avec lesquelles je travaille, aussi bien mes producteurs, ma production que mes attachés de presse. Donc ça nous a permis de renforcer des liens, de se dire que voilà, des liens très forts. Moi, ça m'a permis de découvrir, redécouvrir des belles personnes, parce que jusqu'à maintenant, on travaillait, mais d'une façon très bourgeoise, quelque part. On était dans un truc très théâtre, billetterie, tout ça. Et là, d'aller dans la rue, se confronter dans la rue, dans le froid, la pluie, ça a renforcé des liens. Et j'en retiens que les gens ont envie de rire, ont envie de s'amuser, en tout cas ceux qu'on a rencontrés dans la rue. Qu'est-ce que ça dit pour toi encore aujourd'hui de la société? Est-ce qu'on t'as l'impression d'être dans une société qui est tendue, qui est colérique, ou est-ce que tu te dis que voilà, finalement, dans la société, il y a aussi un désir vif de libération, de folie, quelque part? Alors, je suis pas un ethnologue, un anthropologue de ouf. En tout cas, je pense que c'est sûr que personne n'aime être en colère. Personne n'aime être en colère. Personne n'aime ça. C'est pas, moi, je me réveille pas le matin en me disant j'ai bien envie d'être en colère aujourd'hui. Ou alors, peut-être de comment je vais transposer cette colère. Ça, je peux être amené à y penser. Donc, je dirais que c'est sûr que le confinement, le premier confinement, en tout cas le confinement de 2020, si vous vous en rappelez, c'était chaud quand même. C'était freestyle. On est parti en vrille. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on se fabriquait nos propres masques avec des bouts de slip, des bouts de chaussettes. Je veux dire, je veux dire, l'une des plus la France, quoi, l'une des plus grosses puissances mondiales. On fabriquait des masques. On était on se signait des autorisations de sortie de nous-mêmes pour nous-mêmes, à nous-mêmes. Je sous-signais moi-même, c'est moi qui suis moi. On était dans des bails un peu sombres, un peu infantilisants. Donc je pense que et puis surtout beaucoup de gens se sont retrouvés à la rue, beaucoup de chômage, beaucoup de boutiques fermées. Donc les enfants, beaucoup de problèmes psychologiques chez les mômes, donc moi je pense qu'il y a une grosse souffrance qui va. La cinquième vague pour moi ça va être celle-ci surtout. Ça va être la misère psychologique qui va arriver. Elle va être hardcore. Est-ce que pour toi, tu penses que c'est un traumatisme et un traumatisme qu'on va garder longtemps ou c'est un traumatisme dont on essaye de se défaire? C'est une question intéressante parce que se défaire de quelque chose, c'est quand même accepter l'idée que c'est arrivé ou que ça arrive ou qu'en tout cas, ça nous a mis, ça nous a dévié de ce qu'on habituellement on avait l'habitude de penser. Ça a changé notre façon de penser. Puis surtout, on s'est rendu compte que, eh ben, putain de merde, la mort ça existe en fait. On croyait que ça faisait quelques siècles qu'on pensait qu'on était immortel, mais en fait non, la mort ça existe. Et puis non seulement ça existe, mais surtout quand tu meurs une fois, eh ben c'est pour toute la vie quoi. Tu me parlais en off de transhumanisme. Ouais. Est-ce que c'est pour toi la solution, ou est-ce que ça peut être annonciateur de grands malheurs pour l'humanité? Je sais pas si c'est le transhumanisme qui est le grand malheur.
En tout cas, pour moi, le grand malheur aujourd'hui, comme c'était le cas déjà avant, et comme ça devait être le cas pour moi, si j'avais vécu à l'époque, alors je sais pas si j'aurais vécu longtemps, 300, 400 ans en arrière, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je trouve que quand on veut tout de suite, c'est que la surconsommation, la surinformation, en un clic, on est prêt de n'importe quelle information. Du coup, ben, en fait, on s'informe de rien. En un clic, on peut acheter n'importe quel manteau qu'on va consommer sur 2 semaines. Il sera trouvé le truc, on va le balancer, on va acheter un autre truc. En un clic, on peut se faire livrer de la bouffe de je sais pas quoi, de je sais pas qui. Pour moi, c'est surtout ça. Aujourd'hui, et pour rebondir sur le transhumanisme, par exemple, il y a certaines entreprises américaines ou peut-être même dans des pays nordiques, tu peux prendre ton taxi, payer ton taxi avec ton poignet, tu vois. Tu peux déjà, dans des pays nordiques, certains pays nordiques, tu peux déjà, tu as des micro-puces avec des crédits et tu peux payer comme ça. Au States, dans certaines usines, tu peux payer ton sneakers à la machine Selecta de l'usine, tu peux, avec ton poignet, tu as ta micro-puce, t'es pucé, quoi. Alors, il y a des gens qui te diront, waouh, c'est mortel le futur. Mais bon, moi je dirais que le futur, c'est plus comme avant, quoi. Quand je ne joue pas, j'ai l'impression d'être inutile, dis-tu. Est-ce que je te surprends si je te dis que ce sentiment est de plus en plus rare, car pas mal de gens, musiciens, humoristes, écrivains, voient de moins en moins leur art comme une vraie passion. C'est de plus en plus un moyen de juste, entre guillemets, gagner sa vie. Euh, euh, ouais, et puis surtout, aujourd'hui, je vais prendre le parallèle avec la musique et avec le Bitcoin, avec la crypto-monnaie. C'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est des geeks. En fait, aujourd'hui, faire de la musique, c'est du geekage, quoi. T'as même plus besoin d'être au contact d'un instrument en bois qui vit. Tu peux être sur ordinateur. Après, tu penses ton stream, tu penses ton truc, tes views, tes machins, tes trucs. Euh, Moi, quand je dis ça, quand je dis que j'ai l'impression d'être inutile, c'est même à moi-même. C'est-à-dire que c'est pas tant l'arrogance de croire que je peux être utile pour quelqu'un chez lui en slip au fin fond de son village. C'est surtout déjà vis-à-vis de moi de moi pour moi-même. Est-ce que en fait je sers à quelque chose? Ou est-ce que mes pensées, parce que c'est quand même une chance de pouvoir penser, de pouvoir conscientiser. Donc je me dis, je peux pas bâcler cette conscience à l'écrit. Quand j'écris, il faut que je sois utile à l'honnêteté intellectuelle qu'on se doit de pouvoir être des êtres de pensée. Donc c'est surtout dans ce sens-là. Ah là là, je rappelle que je suis entre autres un peu humoriste, hein. Euh, je tombais sur une interview de Sébastien Tellier sur la question de la scène, qui disait la scène, c'est l'épice de la vie. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est ce qui apporte un vrai plus? Est-ce que tu pourrais dire, par exemple, à quelqu'un qui a un peu du mal dans sa vie à s'exprimer, par exemple, de monter sur scène, même si c'est sans lendemain, par exemple? Je sais pas, la scène. Moi, j'encourage les gens à faire en sorte qu'ils s'épanouissent, que ce soit sur scène ou que ce soit dans la comptabilité ou que ce soit à l'usine. Euh, Par exemple, mon frère, c'est pas du tout. Enfin, mon frère, il fait un peu de chansons, un peu de musique, mais lui, il fait du punk, il fait du. Mais je sais que quand on a des conversations, c'est mon grand frère, mais quand on a des conversations autour du monde du showbiz, par exemple, moi, je passe un peu pour une espèce de vendu, tu vois. Euh, Lui, il bosse à l'usine, c'est un ouvrier. Mes parents, c'était des ouvriers, des artisans. Et il est heureux de ça, c'est-à-dire que il est heureux de cette camaraderie, il est heureux d'être reconnu dans sa ville comme étant quelqu'un qui fait du bon travail à l'usine. Il est épanoui de ça, donc c'est pas la scène particulièrement qui. Maintenant, c'est sûr que la scène peut aider à plein de choses. Déjà, en tant que spectateur, la scène, aller voir un spectacle, aller voir un concert, aller voir des artistes sur scène, ça peut faire du baume au cœur, mais à l'inverse, moi je sais que des fois, monter sur scène, ça peut me tuer. Des fois, quand je pars dans un film trop. Quand je m'implique trop dans un film, de toute façon, il n'y a pas y a pas, tu peux pas trop t'impliquer. Moi, je sais que quand j'y vais, j'y vais. Donc, par contre, quand tu sors du film, t'es épuisé, hein. Moi, je me ramasse à la petite cuillère après un film. Et un spectacle, c'est pareil. Quand tu livres un spectacle, tu livres
tu livres énormément de ta personne et donc ça peut tuer aussi. Donc je sais pas, il y a pas de. Et puis pour les épices, eh ben écoute, chacun sa cuisine, je dirais. Quand on te La regarde, ritournelle. oui, qu'on conseille d'ailleurs la ritournelle, qui est une chanson magnifique. Quand on te regarde sur scène, tu fais beaucoup d'absurde, tu vis avec ta guitare et tu énonces des choses qui sont très, très drôles, purement drôles. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te définissent uniquement comme humoriste? Parce que moi, j'ai l'impression en te regardant que tu fais plus un travail sociologique, ethnologique, anthropologique quand tu fais de la scène parfois que du stand-up pur, quoi. On peut pas te catégoriser à ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est. Oui, ben je je leur pardonne. Je leur pardonne. Non, je dirais que c'est logique aussi en même temps. J'ai commencé par les canaux dits classiques et à l'époque il n'y en avait pas 36 000, tu vois. Tu avais Montreux, tu avais le Marrakech du Rire, enfin le Jamel Comedy Club. Et c'est les portes qu'on m'a ouvertes à l'époque et qui m'ont permis d'être exposé à un plus grand nombre, au plus grand nombre. Donc je leur en veux pas vraiment, littéralement. Puis même moi, je ne m'en veux pas d'être passé par là. Ça faisait partie de mon chemin initiatique. Et puis aujourd'hui encore, j'apprends à écrire. J'apprends tous les jours, vu que le monde, quoique aujourd'hui le monde il est devenu tellement fou que le monde il est devenu plus fou que mon humour aujourd'hui. Donc et puis devancer l'horreur qui va nous arriver. Alors, en fait, humoriste, ça me dérange pas si on accepte l'idée qu'il y a une vision macabre quand même du truc. Il faut avoir une vision sombre du monde pour être drôle. Oui, parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous pour juste se servir, quoi, en fait. Pas tant se servir, mais parce qu'il faut quand même aussi avoir le recul pour dire, ok, ça c'est quand même violent ce qu'on vient de se prendre là. Être conscient de l'instant. Là, on est en train de vivre un truc hardcore, c'est violent, mais venez, on en rigole. Venez, on s'en amuse. Avec, encore une fois, cette intelligence qu'on a la chance d'avoir en tant qu'être humain. Et fédérons ensemble et avançons ensemble. Il faut arriver à trouver le juste milieu pour ne pas froisser, pour ne pas blesser, dans une volonté que tu as de soulever les consciences. Est-ce que l'humoriste que j'ai en face de moi et qui n'est pas consensuel n'a pas dit une phrase peut-être trop consensuelle? C'était une citation de moi là, tu me Oui, citais oui. Quote. Tu pourrais répéter s'il te plaît, pardon. Alors, il faut arriver à trouver le juste milieu pour ne pas froisser, pour ne pas blesser, dans le but que tu as de vouloir soulever les consciences. J'ai Euh, l'impression que tu fais peut-être plus que ça ou tu non, es mais dans un chemin parallèle, quoi. parce que mon but, moi je suis pas content, je suis pas heureux quand je sors de scène et que j'ai blessé quelqu'un et que ou que j'ai pu vexer quelqu'un ou tu vois, c'est pas mon but, c'est pas ça que je cherche. Euh, alors oui, je cherche à fédérer le plus de monde possible. Mon but, c'est pas de jouer dans une salle vide ou alors de jouer chez moi en slip, en webcam, faire du télétravail de l'humour, tu vois. Donc fédérer le maximum de gens, mais en même temps, tout en gardant, je me censure pas. Tu vois, là, les sujets, je parle un peu de tout. Là, par exemple, je suis en train d'écrire un truc aujourd'hui sur. Pendant le confinement, tout le monde s'est réveillé en mode. Mais en fait, putain, mais ma vie, c'est de la merde. Tout le monde s'est réveillé en se disant j'ai une vie de merde. J'aime pas mes enfants. C'est un fils de pute, mon gamin. J'aime pas ma femme. J'aime pas mon travail. Mais je suis gay. En fait, je suis gay. Je suis, tu vois, je suis gay, je suis dep, j'aime sucer. J'aime sucer des tubs. Tu vois, je me censure pas, tu vois, c'est, et j'ai le droit d'aimer ce que j'aime. Euh... Mec qui part en vrille, c'est une fin de carrière pour Edouard Arjane sur Blonde. Mais non, non, je me censure pas et consensuel, je crois pas. Je crois pas. De toute façon, à partir du moment où tu montes sur scène, tu t'appartiens plus. Donc, il y aura toujours. Tu peux pas viser juste dans le cœur des gens tout le temps, quoi. Il y aura toujours. Mais c'est comme ça. C'est aussi pour ça qu'on remonte sur scène le lendemain. Ce que tu viens de dire, pour le coup, servira à une autre code pour la prochaine interview. Tu ne t'appartiens plus. Ouais, c'est valable tout le temps, ouais. C'est valable pour la prochaine comme c'est valable pour la précédente.
Est-ce que tu peux nous parler de ta passion pour le FC Metz et de ton grand frère Ultra et de ta passion pour la saucisse? Non, c'est pas ça, c'est la saucisse. J'aime sucer des bites. Non, le truc c'est que non, le truc ça rit jaune chez Blonde. Non, le truc c'est que quand j'étais petit, j'aimais pas le foot. C'est c'est je sais pas pourquoi très vite petit, je voyais la douille. Je me disais en fait le foot c'est les stades de foot, c'est les anciens Colisées. Donc je voyais la douille du pain et des jeux. Je voyais très vite. Et puis très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, moi, je pourrais pas faire grand-chose du haut de du haut de mes 7-8 ans. Donc très vite, j'ai dit, bon, ben, j'aime pas les jeux, mais bon, peut-être que je peux aller gratter un bout de pain. Donc très vite, je suivais mon oncle et mon frère. C'est mon oncle qui nous a élevés, mon frère et moi. Donc je suivais donc la MIF au stade et je me posais à côté d'eux juste le temps de manger, juste le temps de manger une gaze et puis de boire un coca. Et puis dès que voilà, hop, je m'allongeais sur mon oncle et mon ref. Donc eux, ils ne pouvaient jamais voir le match correctement parce que dès qu'il y avait une action un peu intéressante et qu'il fallait se lever, bah, ils avaient le boulet, ils avaient le boulet qui était en train de rôter sur eux. Et, euh, et voilà. Et puis en grandissant, j'ai réalisé qu'en fait, c'était beaucoup plus que ça. C'était pas que du pain et des jeux pour chaque ville te le dira. Metz déjà, c'est une ville très mélancolique. C'est la ville de Coltès, c'est la ville de Verlaine. Donc c'est une ville qui cache beaucoup de mélancolie et de poésie. C'est une ancienne ville, une garnison militaire. Donc c'est une ville en fait c'est une ville très stratégique, de fortification. C'est une ville, c'est l'une des plus vieilles villes de France, je pense après Béziers. Donc c'est très vieux. Ça doit être 3 fois millénaire, 2 fois et demi millénaire. Euh, et dans le foot aujourd'hui, ceux qui n'arriveraient pas à décrire cet aspect poético-mélancolique, je trouve qu'il y a beaucoup de supporters qui dégagent ça sans forcément pouvoir le décrire. Je sais pas comment. Et puis surtout, c'est ma ville, quoi. Ouais, justement, j'ai lu ton entretien que tu avais donné à SoFoot autour du FC Ouais. Metz, que j'ai trouvé effectivement, pour le coup, tu précèdes ma pensée, poétique, politique et mélancolique, dans lequel en fait tu mets toute cette recette autour du football, mais c'est un peu finalement le cas, je me suis fait un peu cette réflexion, un peu dans ton humour aussi. Oui, tout à fait, j'aurais été un très bon entraîneur de foot. C'est le mec le lion étrange. C'est gentil, oui, bah merci. Ouais, bah après, moi je sais que aussi loin que je me souvienne, j'étais très. Euh, je traînais seul dans les rues de Metz. J'étais très rêveur. Mais c'est cette atmosphère. Il faut y vivre dans cette ville pour comprendre cette atmosphère. Metz c'est faite entièrement de pierres de Jaumont, une espèce de pierre jaune comme ça, des carrières de Jaumont. L'hiver, euh, c'est éclairé de telle façon qu'on se croirait qu'on se croirait dans le Londres de Jack l'Éventreur, tu vois, le Londres un peu poisseux, un peu étrange. Le danger peut arriver de partout, mais peut-être qu'en fait, c'est peut-être pas le danger, c'est peut-être aussi le bonheur. Tu sais, le bonheur peut être effrayant aussi parfois. Donc c'est une ville un peu entre deux énergies comme ça. Et donc, je pense elle m'a nourri et elle continue de me nourrir énormément dans mon écriture et dans ma façon de voir le monde. Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que tu as été exclu du cours Simon, Ouais, non? si, si. Alors que tu avais été reçu. Exact. Ouais, attends, le bail, il est sombre. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai eu la chance de faire Cours Simon la dernière année où Rosine Marga, donc, qui était la directrice et l'ancienne femme de René Simon. Et c'était la dernière année donc où elle est décédée 1 an et demi après mon départ. Je ne sais pas si j'y suis pour quelque chose, mais bon, c'était une personne déjà très âgée. Donc quand j'ai intégré le cours Simon, il faut savoir que c'est une école assez chère, hein. C'est une école qui coûte à peu près 380 euros. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était 380 euros par mois, tu vois. Quand tu arrives sur Paname et que tu as des trous dans les chaussures et que t'as pas, tu vois, tes seules rentes, c'est faire le barman ou babysitter ou laver des personnes âgées. Tu vois, c'est limité pour payer en plus ta chambre de bonne et tout. Donc je galérais un petit peu.
je passe les concours, parce que tu es quand même sur concours pour pouvoir... il y a quand même un concours. Donc je passe ce concours, et tout de suite, on me met en deuxième année. C'est-à-dire que normalement, c'était pour rentrer en première année. Et tout de suite, Rosine Maga me dit, mais ce jeune homme a les qualités pour aller tout de suite en deuxième année, accélérons son processus. Donc, ils me font quelque part économiser un an un an de cours, quoi. Mais bon, ils estimaient que j'avais le background pour. Et donc j'avais déjà fait donc ok, je fais quelques mois, machin, ça se passe bien et tout. Et puis au moment donné, je m'aperçois que j'arrive plus là, tu me sors un dossier. Moi, je crois que j'en ai jamais parlé. Je m'aperçois que j'arrive pas à payer. Je peux pas assumer, je peux pas assurer le paiement des cours. Et donc j'ai un pote très sympa qui me dit, écoute, vas-y, je t'avance ce mois-ci. Donc il me fait un chèque. Et il me paye mon cours. Donc je paye mon cours donc, à mon prof. Et une semaine après, je suis convoqué par Rosine Marga, donc la directrice, qui dit mais monsieur Arjane, dites-moi, ce chèque-là, il n'est pas à votre nom, il est au nom de cet élève-là. Je dis bah ouais, mais il dit non, 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 non. Elle me dit non, non, ça se passe pas comme ça. Soit vous payez, vous, soit vous ne venez plus. Et je pouvais pas lui dire, elle va te faire foutre, sale vieille. Elle avait déjà été très généreuse avec moi, très sympathique, très patiente, et puis elle m'a appris beaucoup de choses, mine de rien, en très peu de temps, tu vois. Les peu de fois où j'ai pu la rencontrer, la côtoyer, elle était très douce, très patiente, très intelligente sur le jeu, sur les silences. Elle m'a beaucoup appris en très peu de temps, sans. Et donc, je lui ai dit, écoutez, ma madame, je pourrais pas assurer la suite. Elle m'a dit, on va se séparer là. Voilà, c'est ça l'histoire. Est-ce que ça reflète pas, dans un certain sens, un certain conservatisme, une certaine bourgeoisie encore latente de la comédie française avec un grand C? Ce côté un peu refus un peu Non, mais de... ce qui est très drôle, c'est qu'il faut replonger les trucs dans leur contexte. Rosine Marga vivait au-dessus de l'école, et elle passait donc dans l'école. Quand tu avais tous les gamins en bas qui fumaient des clopes et tout, machin, elle sortait avec sa petite canne, elle avait des sacs à 5000, des pompes à trucs, des manteaux de ouf, tu vois. Et c'était avec la thune des élèves, tu vois. Donc on la voyait sortir et tout. Et on la voyait partir, des fois, elle partait une heure ou deux, elle revenait avec des sacs de shopping, tu vois. Et donc, quand elle m'a serré dans son bureau et qu'elle me dit, non, tu payes ou tu t'en vas, tu vois. Je me suis dit vraiment dans ma tête. Enfin, donc, conservatisme, je sais pas. En tout cas, je pense qu'elle a été juste. Elle a été juste. Elle a, voilà. Aucune amertume. Non, au contraire, je pense que ça m'a permis de, de pouvoir voler de mes propres ailes. J'aurais trop attendu des profs du cursus, tu vois, dit traditionnel d'une école de théâtre. Comme quoi la vie est bien faite. Et j'ai une dernière question pour toi, Redouane. 2021 est en passe de se terminer. Qu'est-ce que tu attends pour la prochaine Pour la prochaine vie, année, vie, ce que tu veux? pour la prochaine année, les résolutions. Non, j'espère qu'on va s'aimer, bordel. Et les uns les autres, et puis surtout qu'on va apprendre à s'aimer un peu, nous-mêmes, soi-même. Qu'on va avoir un peu d'amour pour, tu vois, qu'on puisse un peu dégager des belles énergies parce qu'on prend soin de soi aussi. Je pense qu'on a oublié de prendre soin de soi. Donc Redouane, est-ce que tu as des projets? Et j'ai entendu parler d'un projet de film que tu avais pour 2022. Alors les projets, déjà concernant le spectacle, là en vérité, là en ce moment, je suis actuellement à l'Européen les lundis. Et à partir de 2022, on sera dans une autre salle dont pour le moment je ne peux pas encore donner le nom avec ce nouveau spectacle. Parce que c'est un nouveau spectacle là que je suis en train de travailler. Un peu un rodage de luxe à l'Européen. Ensuite, là, j'ai fait plusieurs tournages. Là, j'ai tourné avec Jamel Debbouze et Daniel Auteuil dans le reboot du film qui s'appelle Le Jouet. J'ai tourné une série pour France Télé qui s'appelle Russ, qui va être une comédie, un drame musical fou allié. Ça va être magnifique. Ça va être dangereux, des plans de drone de fou, jet ski, piano à queue dans des terrains vagues. C'est un personnage, mon personnage, c'est un pianiste, chef de cartel,
qui joue du piano quand il met à l'amende ses sbires. Ça va être un truc de dingo. Je suis très fier d'avoir fait ce projet. Et j'ai tourné dans Ouria, le deuxième film de Moundia Medour, qui a réalisé Papicha, Oscar, nommé aux Oscars pour l'Algérie. Et César de la meilleure actrice et César ils ont eu deux Césars. Je suis très fier parce que ce film s'appelle Ouria, comme Feu ma maman. Donc je suis assez fier. Et j'écris mon propre film. Voilà. Le titre de travail pour le moment, c'est Charbon Blanc. Parce que je viens de Lorraine. Et en Lorraine, il y a eu beaucoup de sidérurgie. Et dans le nord, des mines. Et l'hiver est assez rude. Charbon Blanc. Ça va être un film, ça va être un actionneur. C'est un film d'action pur et simple, mais avec énormément de psychologie. Ça va être un juste milieu entre Get Out et Hunger Games. Mais c'est un film français sur et contre les inégalités sociales. Merci infiniment. La douceur et la beauté de ces projets donnent envie d'être ton pote. Bah mortel, tu l'es déjà. C'est un plaisir. Merci Mounir, merci beaucoup. Bonjour Blonde, ça va très bien. Il vous manque quelque chose ici chez Blonde. Et les gens qui se demandaient s'ils allaient venir le 13 janvier au Blonde Comedy Club, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire actuellement? Mec, il part en vrille. C'est une fin de carrière pour Edouard Arjane sur Blonde.